Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, honorable président, pour la parole que vous m'accordez. Permettez, si vous le souhaitez, que je puisse rassurer l'honorable député que je n'ai pas encore été notifié de cette décision. Lorsque je le serai, M. Boyao sera rétabli dans ses droits. Parce que le rôle du ministre de la Justice, c'est de pouvoir veiller au respect strict et sans faille des textes de la République. M. Boyao, dont question, a été suspendu en 2021. Je n'étais pas ministre de la Justice. J'ai trouvé un dossier pendant et je l'ai suivi avec parcimonie, avec sérénité, sans état d'âme, pour que droit soit dit. Et donc, si décision du Conseil d'État il y a, nous allons l'exécuter sans atermoiement. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés et très chers élus légitimes de notre peuple, je me présente par devers cette auguste Assemblée pour présenter, en vue de sa réception ou recevabilité, le projet de loi portant création, organisation, fonctionnement et compétences du tribunal pénal économique et financier ainsi que du parquet national économique et financier y rattaché. Ce projet de texte, qui constitue en réalité une réforme majeure de notre système judiciaire, s'inscrit dans la droite ligne de la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui, lors de sa campagne présidentielle, avait inséré dans son programme de campagne la nécessité de renforcer le dispositif de répression de la délinquance économique et financière. Et cela a été repris dans le programme d'action du gouvernement tel que piloté et coordonné par son Excellence Madame la Première ministre. Ce projet de texte a donc été élaboré par un groupe d'experts, juristes, techniciens, par la suite adopté en commission des lois et par le Conseil des ministres. Ce projet de texte a pour base constitutionnelle l'article 149, alinéa 6 de notre Constitution, qui prévoit la possibilité pour une loi de créer des juridictions spécialisées en République démocratique du Congo. Et ce tribunal pénal économique et financier auquel est rattaché le parquet national économique et financier rentre dans l'ordre des juridictions de l'ordre judiciaire, conformément à l'article 153 de notre Constitution. S'agissant du ressort, il y a lieu de relever que du point de vue territorial, s'agissant de la compétence rationnée LOTCHI, le tribunal pénal économique et financier, ainsi que le parquet national économique et financier, ont pour siège
la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Et ont pour ressort l'étendue du territoire national de la République démocratique du Congo. S'agissant de la compétence rationnée materiae, le tribunal pénal économique et financier ainsi que le parquet national économique et financier rattaché s'active à s'occuper, à réprimer toutes les infractions à caractère économique et financier, telles que reprises dans les articles 5 et 6 du projet de loi sous examen. S'agissant de la compétence ratione personae, il importe de relever que toute personne est justiciable devant cette juridiction spécialisée, à l'exception des bénéficiaires des privilèges des juridictions, tels que repris aux articles 153, 163 et 164 de notre Constitution. S'agissant de la composition, il importe de relever et de noter que le tribunal pénal économique et financier est composé de 2 chambres indépendantes l'une de l'autre. Il y a d'une part la chambre de première instance et d'autre part la chambre d'appel. Ce pour respecter le principe du double degré de juridiction qui est un principe constitutionnellement garanti. S'agissant de la chambre de première instance, elle est constituée des juges de carrière ainsi que des juges assesseurs. Il en est de même pour la chambre d'appel. Et s'agissant du parquet national économique et financier, il importe de rappeler qu'il est sous la coupe du procureur général économique et financier, qui est assisté des magistrats qui sont nommés conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution de la République. Et aux côtés de ces magistrats debout, le texte institue le corps des officiers de police judiciaire ainsi que des agents de la police judiciaire, à l'exemple de M. Bouyao, auquel on a fait allusion tout à l'heure. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés nationaux et très chers élus légitimes de notre peuple, il est important d'indiquer que pour les bénéficiaires des privilèges des juridictions, conformément à l'article 153 de notre Constitution, le présent texte institue une chambre spéciale
après la Cour de cassation. Et que donc les infractions à caractère économique et financier qui sont recherchées, constatées, déférées devant les tribunaux pénals économiques et financiers peuvent en même temps, selon le cas, être déférées devant la chambre spéciale de la Cour de cassation. Mais cette chambre sert également de recours extraordinaire, telle la cassation, pour toutes les décisions rendues par cette juridiction spécialisée. Honorable Président de l'Assemblée nationale, cette réforme va aider substantiellement la République à pouvoir créer l'équilibre entre les enquêtes qui sont menées par des institutions financières techniques ainsi que les juridictions techniques, le parquet technique appelé à connaître ou à juger, à donner une suite à ces enquêtes. Parce qu'aujourd'hui, il y a un hiatus criant entre les rapports et enquêtes qui sont élaborés, fournis par les administrations financières techniques, qui naturellement sont constitués des hommes et des femmes compétents qui ont étudié la problématique des enquêtes financières, des enquêtes économiques. Ça veut dire qui ont étudié les statistiques, qui ont approfondi les études sur l'économie, sur les finances publiques. Alors que jusqu'ici, il nous manque un organe judiciaire technique composé des techniciens de la même trempe avec la même expertise pour recevoir et traiter avec la même appréhension les rapports et enquêtes sur des gestions financières. De ce point de vue, honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau de l'Assemblée nationale, telle est l'économie du présent projet de loi que je soumets humblement à votre attention afin de pouvoir obtenir sa recevabilité. Je dis et je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre d'État, pour cette présentation très claire de la synthèse relative au projet de loi portant création, organisation, fonctionnement et compétences du tribunal pénal économique et financier, TPF, et du parquet national économique et financier, PNF, y rattaché. Vous avez évoqué, entre autres, les raisons qui avaient dicté cette réforme. Le président avait évoqué lors de sa campagne électorale et dans son programme le renforcement du dispositif de répression de la délinquance économique, toute forme de détournement, de mégestion des finances publiques. Le projet trouve sa quintessence dans l'article 149 de la Constitution qui autorise effectivement la création de structures spécialisées. Et vous avez parlé de son siège, ville de Kinshasa, de ressort l'ensemble de la République démocratique du Congo. J'imagine qu'il y aura
dans chaque province des répondants de cette structure, c'est ce que j'ai cru comprendre. Vous avez aussi parlé des compétences, donc juger toute personne, sauf les personnes qui jugent, qui bénéficient d'exceptions relevées à l'article 153-163. Mais je voudrais vous dire aussi qu'il y a une autre catégorie de personnes qui bénéficient des privilèges de juridiction qui sont dans les lois. Donc je crois que vous en tiendrez compte dans les débats et même à la commission. En ce qui concerne la composition, tout en mettant le principe de double degré en exergue, vous avez parlé du tribunal d'un côté et de l'autre côté du parquet. Vous avez décliné les organes qui vont fonctionner et ça sera des juges et des assesseurs compétents, certainement, qui vont apporter un plus dans la justice de notre pays, qui est parmi les premiers besoins d'un être humain. C'est comme ça que les médecins, les juges, les magistrats, les avocats, c'est considéré comme des métiers nobles. Puisqu'un mauvais juge, un mauvais magistrat peut vous ôter la vie ou la liberté injustement. Tout comme un charlatan, un médecin qui n'a pas été bien formé, il peut vous tuer. Un mauvais avocat qui est venu vous défendre, s'il n'est pas compétent, il va vous enfoncer. Donc c'est très important que les honorables députés puissent aborder toutes ces matières avec tout le sérieux et éviter surtout les chevauchements entre les différentes structures, parce que nous savons, et ce n'est pas moi qui vais rappeler ça au ministre d'État, que le parquet général existe déjà, mais cela n'a pas empêché que nous ayons le tribunal du commerce et autres structures que vous avez citées. Tout ce que nous voulons, que dans cet ordre judiciaire, il n'y ait pas chevauchement. Vous nous avez expliqué que ceux qui jouissent des privilèges de juridiction ne sont pas épargnés. Ils seront, en cas de constatation d'infraction qui relève du pénal, détournement et autres, envoyés dans la chambre spécialisée de la Cour de cassation ou ailleurs selon la qualité de la personne. C'est ce que j'ai cru comprendre. Merci, Monsieur le ministre d'État, pour cette présentation très claire. Je crois que l'honorable rapporteur a déjà la petite liste des intervenants, puisqu'ici il ne s'agit pas de la question orale avec débat. Les gens s'inscrivent comme l'honorable Patrick, je n'ai qu'un seul intervenant, l'honorable Patrick Saloumou. En attendant, lui peut intervenir déjà. Comment ça? Je commence par la liste que j'ai, qui ne comporte qu'un seul nom. J'ai dit, asseyez-vous, est-ce que vous comprenez? Puisque nous parlons en français, Nalobi, Awa Nazari, Nakombo, Nano, ya Paluku. Ce n'est pas, Saloumou, pardon, ce n'est pas une question orale avec débat. C'est-à-dire les députés s'inscrivent auprès du rapporteur, ceux qui veulent intervenir. Et vous devez préciser, votre question s'adresse au vice-premier ministre, le projet de la police, ou au ministre d'État, le projet du parquet financier et du tribunal financier. Vous restez à vos places, vous levez seulement la main, vos petits papiers, les hôtesses vont circuler pour prendre vos papiers. Ok, nous sommes d'accord. Honorable Salomon, vous avez la parole. Merci beaucoup, honorable président. Je voudrais demander que les gens regagnent leur place, ils font signe aux hôtesses, ils vont retirer vos papiers et nous allons vous donner la parole. Mais ici, vous savez très bien comment nous fonctionnons. Si à un certain moment, nous voyons qu'il y a des redites, il n'y a plus de questions nouvelles, en tant que
responsable de police des débats, je vais juger que les questions qui ont été soulevées sont suffisantes. Nous sommes d'accord avec ça? Voilà, je vais demander à la plénière, ça c'est clair. Mais je ne vais pas vous laisser répéter les mêmes questions plusieurs fois et perdre du temps inutilement. Parce que vous allez approfondir cette matière certainement en commission au cas où la plénière jugeait la recevabilité de ces deux textes. Vous avez la parole, honorable Patrick Salomon. Merci beaucoup, honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, chers collègues. J'interviens uniquement par rapport au projet de loi qui nous est présenté à ce jour par le ministre d'État en charge de la justice. J'aimerais d'abord rassurer tout le monde parmi nous, c'est que mon intervention arrive à ce point d'abord au regard et en rapport à la vision du chef de l'État, celle de renforcer la répression des crimes économiques et financiers. Pourquoi j'insiste pour le mentionner, Monsieur le Président? C'est parce que pour arriver à cet objectif qui est noble, il est nécessaire que nous puissions bien faire les choses. Ma crainte ce soir est que nous ayons des difficultés particulières et énormes par rapport au texte qui nous a été transmis, parce qu'il me semble qu'il existe des cas d'inconstitutionnalité manifeste. Je commence d'abord par me poser la question, pourquoi est-ce que dans l'intitulé de cette loi, donc déjà à la première page, on ne nous parle pas clairement du fait que nous sommes en face d'une loi organique. Il est important qu'on puisse tirer ça au clair, parce qu'il y a des répercussions dans toute la procédure qui va suivre ce texte, et vous savez très bien qu'il y a des conséquences, parce que ce texte, si nous nous accordons qu'il est organique, va devoir être soumis à la sanction de la Cour constitutionnelle. Je crains que les magistrats, disons, ils ne sont pas magistrats, les hauts juges de la Cour constitutionnelle, déjà eux-mêmes se sentent menacés par ce texte. Et c'est probablement la raison pour laquelle on n'a même pas écrit que le texte était organique. Ça, je le crains. Mais j'ai entendu une chose, c'est que le ministre d'État fonde la constitutionnalité de ce texte par rapport à l'article 149, alinéa 6. Vous tous, chers collègues, vous pouvez lire cet article-là. Cet article, il est clair effectivement qu'il permet la création des juridictions spécialisées. Mais nulle part cet article permet la création des parquets. Nulle part. Alors, monsieur le ministre, vous nous direz d'où est-ce que vous avez tiré cette compétence-là de créer des parquets spécialisés. Nous avons d'ailleurs un cas dans notre pays ici, c'est le cas des tribunaux de commerce, c'est une juridiction spécialisée par excellence. J'évite de citer le tribunal du travail parce que lui, il est venu avant même cette constitution. Mais où se trouve le parquet du tribunal de commerce? Vous allez le chercher partout, il est nulle part. Nulle part. Et pourquoi est-ce que je le mentionne? C'est pour m'aligner à ce que vous avez à peine dit, Monsieur le Président. Nous devons éviter des chevauchements. Parce que c'est dans ce cadre-là que nous pouvons atteindre cet objectif-là de lutter contre la répression, de lutter plutôt contre les crimes économiques et financiers. Parce que je ne dis pas les choses en l'air, parlant d'inconstitutionnalité, de crainte peut-être qu'on voit ce texte arriver au niveau de la Cour constitutionnelle et qu'il soit rétoqué là-bas. Lorsque vous lisez ne serait-ce que l'article 10 de ce projet de loi, le ministre d'État qui est, ça pourra être ministre tout court, ça dépend de ce que l'ordonnance du chef de l'État pourra en dire dans le futur, on lui attribue le pouvoir de mettre en place un grille de barème de peines et autres avantages des magistrats de ce tribunal économique et financier. Alors que la Constitution, à son article, toujours le 149 là, juste l'alinéa qui suit, alinéa 7,
dit que c'est le Conseil supérieur de la magistrature qui est maître donc du budget de ces magistrats. Et j'étais surpris en même temps qu'on nous dise aussi, parce que c'était une confirmation, que en réalité ce texte s'aligne par rapport, s'aligne à quoi? À l'article 153 pour dire qu'en réalité tout ce qui est créé ici demeure dans l'ordre des juridictions. Je pouvais être un peu tolérant et comprendre si l'on disait par exemple qu'on s'appuie sur l'article 122.6 en ayant l'argument de dire probablement qu'il s'agit de la création d'un ordre de juridiction à part. Ce qui n'est pas le cas ici parce que lui-même il a dit en toute clarté qu'il n'en est pas question. Alors de ce fait-là, on doit rester logique et tirer des conséquences. Deuxième difficulté, Monsieur le Président, si vous lisez l'article 34 de cette même loi, il est dit clairement que le ministre de la Justice a le pouvoir d'émettre un avis pour nomination des magistrats du parquet. D'abord, je me pose la question, en simple juriste, même le juriste élémentaire se poserait la même question. Cet avis-là, est-il consultatif? Est-ce que c'est un droit de veto? Finalement, on ne sait pas comprendre. Alors que la Constitution est claire à son article 152, alinéa 2, et dit clairement que c'est le Conseil supérieur de la magistrature qui nomme, qui promeut et même qui révoque, qui propose les révocations. Alors, moi j'aimerais conclure de façon sage, Monsieur le Président, parce que ce gouvernement est l'émanation de cette Assemblée et nous avons le devoir de pouvoir l'aider. Nous avons aussi le devoir de pouvoir apporter notre contribution pour que les choses se fassent en toute qualité. Ma proposition est toujours en conformité avec la vision noble du chef de l'État de renforcer la répression des crimes économiques et financiers, c'est que nous ayons deux options sur la table. La première option, qui est peut-être forte, mais qui est appropriée dans cette situation, serait de tout simplement déclarer ce projet de loi dans son état actuel irrécevable. Ma deuxième suggestion, et peut-être c'est celle qui va nous convenir, parce que comme je le disais, nous sommes liés et nous sommes attachés au gouvernement, c'est celle peut-être de déclarer ce texte recevable, moyennant déjà la clarification et l'acceptation que ce texte est organique. Parce que ce que nous aurons fait ici par complaisance, les juges de la Cour constitutionnelle auront l'obligation de se prendre en charge et de pouvoir en dire ce qu'ils en savent par rapport à la constitutionnalité. Mais il en demeure que la réalité est que la Constitution est mise à mal par ce texte et je pense que nous devons fournir un effort de produire un travail de qualité, ce qui est notre devoir national. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, honorable Salomo.